Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un chiffre pour l'espoir. Ce soir, 60 cas de guérison au coronavirus. Les statistiques du ministère de la Santé publique ce 7 avril à côté de l'avancée de la maladie vers d'autres régions du Cameroun. Un chiffre insuffisant, le nombre de personnels soignants qualifiés en deçà de la demande exponentielle. À suivre dans ce journal, les solutions envisagées par le gouvernement. Un chiffre sans appel, 13 sièges sur 13. La victoire du RDPC aux législatives partielles du 22 mars, proclamée ce mardi par le Conseil constitutionnel. L'audience est racontée dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Le coronavirus, toujours en vedette dans l'actualité, avec des faits et des chiffres qui permettent cependant un peu d'espoir en ce soir. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, annonce 60 cas de guérison sur les 685 malades que compte le Cameroun aujourd'hui. Le nombre de décès s'est stabilisé à 9 depuis hier. Des chiffres attribués au dévouement du corps médical, mais il reste urgent d'accroître le nombre de ces précieuses ressources humaines. Mais comment donc résoudre l'équation de cette demande en personnel soignant qualifié? Voici l'esquisse de réponse ce soir. Lucie Colette Avoulon. Un suivi médical au stade 1 et 2 du coronavirus est possible à domicile, mais combien de Camerounais peuvent respecter toutes les recommandations prescrites par le médecin? Dans les phases symptomatiques, la phase 1, la phase 2, si le système de soins est bien organisé, il n'est pas nécessaire de les hospitaliser. Au stade 4, 50% décèdent. Au stade 3, on sait qu'on a un taux de mortalité de 15%. Et tout le personnel affecté dans les salles d'isolement ne devrait plus s'occuper des autres cas que ceux du Covid-19. Comment donc résoudre la difficile équation de la demande en personnel soignant face à l'urgence de la crise? Il faut pouvoir interroger toute la ressource nationale existante. Il y a des gens qui sortent dans les ministères publics. Il faut qu'ils sortent, ils laissent. L'administration, ça ne prend pas du temps. Il peut laisser son administration ici, il part à faire 2 heures, il va sur le terrain. On peut aller chercher la ressource sanitaire chez les retraités récents. Retraités, personnel médical, retraités, personnel infirmier, particulièrement les infirmiers anesthésistes. Certains même sont allés chercher dans la réserve des 5e, 6e années de médecine les sortants parce qu'ils avaient tout épuisé. C'est la guerre, on doit prendre tout le monde. Si les anesthésistes réanimateurs ne sont déjà pas en grand nombre et que l'on ne peut les former en 3 mois, il faut repenser le système en ce moment d'urgence. La médecine a beaucoup évolué. On n'apprend plus le geste médical sur le sujet. Aujourd'hui, il y a des mannequins. Le pays peut profiter de cette situation pour acheter des multi-mannequins pour que les gens apprennent sur mannequin à intuber, à régler un respirateur sur mannequin. Et ils peuvent commencer à le faire maintenant. On met les gens en stage intensif. C'est une période de crise. Les gens qui vont aller dans les zones décentralisées comme le nord, l'extrême nord, doivent partir avec des mannequins, ils forment les gens sur place, même si on alloue d'autres personnels additionnels, puisqu'il en faudra de toute façon. Le pic n'ayant pas encore été atteint, l'urgence est dans la prise en compte de toutes ces propositions. Ce qu'il faut pour éviter d'être pris de court par un mal invisible à la propagation galopante. La clé de voûte du système d'évaluation de l'ampleur de la pandémie reste bien le testing, une procédure rigoureusement appliquée à tous les cas suspects depuis le déclenchement de la maladie au Cameroun. Mais on constate maintenant un rallongement des délais des personnes en quarantaine qui attendent ces tests au-delà du 14e jour. Dans l'enquête qui va suivre, Oswald Medung tente d'évaluer le circuit de ce testing en perte de vitesse. S'il est un numéro que le public camerounais récite depuis le début de la pandémie au Cameroun, c'est bien celui-ci, le 1510, point d'accès au protocole de prise en charge des malades et des cas suspects. La personne qui présente des symptômes qu'on pourrait apparenter au Covid-19 et qui de chez lui va appeler le 1510. Lorsqu'il appelle le 1510, la procédure, c'est de pouvoir déplacer les équipes d'intervention et d'investigation rapide vers lui pour procéder au prélèvement. Mais avec les jours, le 1510 a tout fait d'être saturé. Des plaintes se lèvent au sein de la population pour dénoncer un temps de réponse long et parfois des sonneries dans le vide. Cela s'expliquerait par le nombre d'appels élevés.
Avec l'augmentation du nombre de cas, avec l'augmentation du nombre de personnes qui auraient eu des contacts avec des malades qui seraient passés par des pays en épidémie, le nombre de personnes voulant appeler le 1510 est de plus en plus élevé. En moyenne maintenant, au centre de Yaoundé particulièrement, on reçoit plus de 1000 appels par jour. Vous comprenez que les numéros sont rapidement saturés. Un début de solution est déjà trouvé. C'est la décongestion du centre d'appel de Yaoundé pour des délocalisations régionales. Avec le temps, le nombre de lignes a été augmenté au niveau du centre des opérations des urgences. Et on est en train d'aller vers une décentralisation de ce numéro vers là, afin que les appels soient redirectionnés vers les régions d'où l'appelant appelle. Sous anonymat et en off, un patient nous confiera que l'attente de ces résultats dure depuis quelques jours maintenant, bien qu'il présente tous les symptômes de la maladie et qu'il soit déjà en quarantaine. À cela, les responsables ont une réponse. Normalement, les résultats du test sont disponibles en quelques heures. Mais en ce moment, avec la charge de travail, avec le nombre d'alertes de plus en plus croissant, les équipes d'investigation ont plus de 50 à 70 alertes à devoir investiguer par jour. Le centre Pasteur le laboratoire se retrouve avec un nombre élevé de prélèvements à analyser, ce qui fait que maintenant, la durée moyenne d'attente des résultats va de 24 à 48 heures. L'idée ici est de délocaliser les laboratoires d'analyse agréés. Combien y en a-t-il ou combien y en aura-t-il? C'est la question à $1 million. Mais les démarches seraient en cours pour fluidifier davantage le seul circuit de testing déjà surexploité. Et ce mardi, à travers les régions, les gouverneurs conduisaient des réunions d'évaluation de l'avancée de la pandémie. À l'ouest, le gouverneur Awa Fonka Augustine engage les autorités publiques et privées à une riposte groupée en synergie. Il l'a réitéré ce mardi donc au comité régional de lutte contre la maladie. L'évaluation, Christelle Kemounier. De 19. Déjà 44 cas, l'a martelé le gouverneur de l'Ouest. Il faut revoir les stratégies et renforcer la synergie d'action. Ils doivent travailler ensemble pour pouvoir balayer la route au Covid-19 dans la région de l'Ouest. C'est un travail collégial en synergie. Nous devrons faciliter la tâche à la délégation personnelle médicale qui sont au premier plan. Des instructions fermes ont été données aux responsables de l'eau et de l'énergie de veiller à ce que les populations, les hôpitaux et les logements sociaux ne manquent pas d'eau et d'énergie électrique. Les populations doivent également jouer leur partition. Aux populations, si vous êtes irresponsable, vous ne prenez pas de bonnes dispositions, les dégâts seront énormes. Donc prenons les bonnes dispositions pour avoir moins de dégâts dans la région de l'Ouest. Prenant la parole, chacun à son tour, les responsables de la santé publique ont dit leur disponibilité et surtout leur joie de l'appui multisectoriel reçu. Il ressort de leurs interventions que les 11 cas symptomatiques au Covid-19 sont en isolement à l'hôpital régional de Bafoussam, tandis que les 33 cas asymptomatiques sont en isolement dans les logements sociaux de Kouékon. 300 cas contacts sont suivis par le système de gestion d'incidents de l'Ouest. Le personnel médical a été félicité par les membres du comité régional de lutte contre cette pandémie pour les efforts fournis au quotidien depuis le début de cette pandémie. Même évaluation ce mardi dans la région du Sud qui compte 4 cas confirmés de maladie, 21 cas suspects et 19 prélèvements en cours de test. Pour contenir la propagation du virus, les autorités civiles et sanitaires intensifient le combat à travers les messages de sensibilisation et des descentes sur le terrain. Le comité régional de gestion des situations d'urgence qui se concertait ce mardi vient d'instruire de nouvelles mesures et la réunion était présidée par le gouverneur Félix Ngelengele. Voici ces mesures dans le sud. Christian Blondel, Abia. La douce atmosphère du village Mekamonvom dans l'arrondissement de Mangan au département de l'Anvila a été influencée le 3 avril dernier par l'apparition du coronavirus. 3 personnes, soit un résident et 2 voyageurs en provenance des États-Unis, ont été déclarées positives après les analyses du centre Pasteur.
À ces 3 cas s'ajoute celui de Kribi, chef-lieu de l'océan, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 4 dans l'ensemble de la région du Sud. Des chiffres qui mettent davantage les autorités administratives et sanitaires en éveil. Les sujets contacts du premier cas, nous pouvons dire patient zéro à nos niveaux. Les résultats sont attendus. Ils ont été conseillés en rapport avec le confinement. Nous avons 4 centres de référence dans la région. L'hôpital district d'Ambam, nous avons l'hôpital de référence de Sambelima, nous avons l'hôpital régional de Bolova et l'hôpital district de Kribi. 34 alertes, 21 cas suspects, 19 prélèvements en date du 7 avril. Des statistiques publiées par le comité régional de gestion des situations d'urgence réuni à Ibolova sous la supervision du gouverneur Félix Ngelengele. Un brainstorming qui a tablé sur une meilleure protection des populations. Le comité régional de crise et le système de gestion des incidents qui ont été mis en place également sur instruction du gouvernement fonctionnent ainsi. Les directives du gouvernement sont suivies à la lettre. La prévention doit pouvoir être pour nous le seul moyen de mettre un frein à la propagation de la maladie. Un message adressé à toutes les parties prenantes, aussi bien en milieu urbain qu'en zone rurale. Et malheureusement, des cas d'incivisme et d'indiscipline continuent de mettre d'autres vies en danger. Ainsi, de ce passager d'un bus de 50 places sur l'axe Douala-Maroua. Il se savait pourtant malade, mais il a embarqué dans ce bus. Il sera rattrapé hier lundi dans un contrôle mixte près de Meganga, dans la région de la Damawa. Je vous propose ici d'autres explications du préfet du Mbéré. C'est dans un entretien avec Sado Mamoudou. Nous avons été informés de ce qu'il y aurait un cas suspect de coronavirus dans un bus d'une agence de voyage en provenance de Douala, mais en partance pour Maroua. Au reçu de cette information, donc, nous avons mobilisé notre état-major, les autorités sanitaires de notre département, et nous nous sommes déportés sur le terrain où le bus était immobilisé. Après avoir expliqué la situation aux occupants du bus, il a été procédé donc à la désinfection de ce bus ainsi que de ses occupants et de tous les bagages. Et nous avons donc, en rapport avec les autorités sanitaires au niveau du ministère de la Santé, nous avons donc pris des dispositions pour que ce bus soit raccompagné sur Yaoundé, où il y a toutes les dispositions d'infrastructures nécessaires à l'effet donc de pouvoir procéder aux vérifications nécessaires. Et nous pouvons dire à l'heure actuelle donc que l'ensemble des passagers sont arrivés à Yaoundé sains et saufs, et ils sont logés dans 2 hôtels de la ville de Yaoundé, et les responsables du ministère de la Santé sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ces vérifications soient faites. Allons à présent prendre le pouls de la région du littoral au terme de la réunion du comité de gestion des incidents d'urgence en concertation ce mardi à Douala. Une réunion d'évaluation de la situation à ce 7 avril, mais c'était aussi l'occasion de réajuster le dispositif de riposte face à la pandémie dans la région du littoral. Nous faisons le point de ces travaux avec Joseph Itote. Prise en charge des cas confirmés, dépistage des contacts à risque, hygiène et salubrité, surveillance épidémiologique, entre autres. Les membres du système de gestion d'incidents de la région du littoral se sont livrés à un brainstorming avec à la clé la collecte des idées et autres propositions en vue du renforcement de la stratégie de riposte. C'est dans cette veine que l'idée de la multiplication des lignes téléphoniques à travers le 1510 a été retenue pour les appels de détresse. Camtel a mis à la disposition du call center pour l'instant 7 lignes conformément à leur demande. Et ces lignes sont déjà opérationnelles. Nous venons de leur dire ici, pour Camtel, nous n'avons pas de problème de lignes. Ils peuvent en avoir autant qu'ils en sollicitent. Autre sujet de préoccupation majeure, la gestion des personnes confinées dans les hôtels. Nombre d'entre elles seront fixées sur leur sort dès aujourd'hui. Les testés positifs seront transférés dans les hôpitaux dédiés et les testés négatifs retourneront en famille. Sur un tout autre plan, la sensibilisation sur les dangers des comportements à risque se poursuit. Nous avons commencé, n'est-ce pas, le dépistage. Quand les cas suspects sont avérés, nous sommes en train de libérer tous les confinés des différents hôtels, en l'occurrence ceux qui ont été testés négatifs.
Et ceux qui ont été testés positifs seront référés dans les différents centres hospitaliers. Barrer la route au coronavirus dans la région du littoral. Un impératif pour les membres du système de gestion d'incidents. Je vous invite à rester à Douala pour parler de ces prouesses de l'Institut universitaire de technologie, l'UIT de Douala, désormais engagé dans la production des gels hydroalcooliques. L'UIT qui se permet même une fantaisie, la fabrication de ces gels au parfum d'aloe vera. Près de 1500 flacons sortent ainsi de cette usine chaque jour. Allons voir cela avec Aboubakar Abo qui a visité cette unité de production Provo. Fini la théorie, place à la pratique. Nous sommes au cœur d'un laboratoire de l'UIT. Sorti de terre, rempli des flacons de la solution du moment, le gel hydroalcoolique. À la manœuvre, plusieurs mains, étudiants et chercheurs, ayant trouvé la formule conforme. Au premier strat, vous avez les enseignants-chercheurs. Vous descendez, vous avez les professionnels des entreprises. Vous descendez, vous avez les étudiants en cours de formation à l'UIT. Ils apprennent en pratiquant. Pas de magie, juste du génie. Le gel hydroalcoolique du 237 a un parfum d'aloe vera. La plante aux vertus médicinales connue à des racines locales. L'aloe vera, en dehors de sa fonction de gélifiant, il a également une fonction antimicrobienne. Au lieu de dépendre totalement de la matière première extérieure, on peut mettre à profit notre ressource végétale locale. Des gels faits maison et à la demande, le laboratoire tourne à régime constant. Nous sommes autour de 1500 flacons par jour. Et pour les flacons de 100 millilitres, on est pratiquement à 2500. Une capacité de production qui pourrait s'agrandir en fonction des besoins. Il s'agit d'une plateforme de coopération université-entreprise. Donc lorsque nous nous sentirons submergés, nous allons faire appel avec leurs équipements et leurs ressources humaines, nous allons répondre à la demande. Un laboratoire pionnier qui pourrait donner des idées aux autres institutions universitaires du pays. Une preuve supplémentaire de l'effectivité de la professionnalisation des enseignements au Cameroun. Et voilà qui vient confirmer que chaque crise est une opportunité. En cette période de confinement, certaines cliniques optent pour des consultations à distance. Le téléphone et l'Internet sont ainsi mis à disposition. Illustration dans une clinique privée à Yaoundé, c'est dans ce reportage de Daniel Menanga. Oui, allô? Oui, la Fondation France Fanon, bonjour monsieur. Consultation spéciale. Au bout du fil, un papa inquiet. La clinique est fermée en raison de la pandémie. En revanche, vous avez un numéro d'accueil. Donc c'est important lorsqu'on prend connaissance du motif de la consultation, c'est de pouvoir déjà en 3 secondes pouvoir cerner les contours du motif de cette consultation et décider si c'est urgent. Et tout de suite, on réfère vers un hôpital où est-ce qu'on peut considérer que ça pourra se gérer par téléphone. C'est désormais 5 à 6 appels par jour, au lieu des 35 à 40 consultations au quotidien. Nous avons dû effectivement prendre cette décision importante de fermer la clinique en mettant en balance bénéfices et risques et en considérant que nous devenions un peu plus dangereux d'être ouverts. Spontanéité, disponibilité, minutie, patience sont adoptés en mode illimité. Alors par téléphone, Daniel, c'est très difficile de pouvoir affirmer un cas de Covid-19. Nous travaillons en fonction des recommandations nationales, à savoir orienter ces patients vers ce fameux numéro de téléphone 1510. La téléconsultation coûte cher. Chômage technique, frais de consultation réduits. Difficile également de diversifier les plateformes de consultation avec les fluctuations du réseau de télécommunications.
Les dernières nouvelles sur le front de la lutte contre le coronavirus. Pour notre point quotidien, nous allons au Centre national des opérations d'urgence sanitaire. Nous retrouvons là-bas ce soir Romuald Ntui-Songok et son invité, le docteur Viviane Ngomba. Bonsoir Romuald. Les chiffres des malades guéris soulagent et soulèvent encore des interrogations ce soir. Mais peut-être le QG est-il un peu plus serein ce soir, Romuald? Bonsoir Adèle, bienvenue au centre des opérations d'urgence où la pression ne tombe pas malgré les chiffres qui consacrent ce soir une certaine embellie, en tout cas en ce qui concerne le nombre de personnes guéries. On parle officiellement de 45 cas de personnes qui ont recouvré la santé, mais les indicateurs de la maladie eux-mêmes restent préoccupants puisque 685 personnes sont toujours malades à travers 5 régions que je rappelle rapidement: le centre, le littoral, le sud, le sud-ouest et l'ouest. Nous allons donc essayer de faire le tour de quelques questions en compagnie de notre invité ce soir, le docteur Armel Viviane Ngomba, qui est chef du service de la lutte contre les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé publique. Docteur, bonsoir. Bonsoir Romuald. Et d'abord, ce chiffre 45, ça représente le nombre de personnes guéries. Je ne dirais pas que c'est un exploit, on va dire c'est une embellie. À qui doit-on cette embellie? En fait, nous devons cette embellie au dispositif de prise en charge qui a été mis sur pied sur l'ensemble du territoire et surtout au suivi régulier et strict des personnes hospitalisées et à la prise en charge précoce des complications éventuelles. Il faut préciser ici que après 14 jours d'hospitalisation, toutes les personnes sont systématiquement testées et si elles sont négatives, elles sont déclarées guéries. Donc en fait, 43 personnes guéries ce jour signifie 43 personnes testées ce jour et déclarées négatives après 14 jours d'hospitalisation. Mais dites-nous docteur, doit-on pour autant s'endormir sur les lauriers au regard de ces cas de guérison en progression? Non, pas du tout. 43 personnes guéries, mais la pandémie suit son cours. Nous avons des chiffres en augmentation par rapport au taux de contamination. Donc tout le monde doit pouvoir se protéger, surtout que la maladie peut être mortelle si on présente déjà des comorbidités ou si on a un âge avancé au-delà de 60 ans. Alors, il faut constater avec vous que la maladie elle-même est en nette progression au niveau du territoire national, aussi bien sur le plan du nombre de cas que sur le plan même géographique, avec 5 régions déjà impactées. Comment la riposte va-t-elle monter d'un cran pour faire face à cette progression? C'est effectivement l'objectif de notre deuxième période opérationnelle qui a commencé ce jour, c'est monter d'un cran par rapport à la riposte. Donc premièrement, les stratégies mises en œuvre seront la décentralisation de la gestion de l'épidémie au niveau des régions avec le leadership des gouverneurs et la mise en place d'une coordination multisectorielle. Deuxièmement, le dépistage systématique qui a commencé depuis le 2 avril et qui va continuer. Troisièmement, la capacitation pour la prise en charge des cas autant légers, modérés ou sévères au niveau du district pour les cas légers et modérés et au niveau des formations sanitaires de première catégorie, donc les hôpitaux régionaux et les hôpitaux centraux pour les cas sévères. Achevons, si vous voulez bien, docteur Ngomba, par un sujet d'actualité. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé. Bonne fête déjà. Merci. Alors, quel est le message que vous, en tant que médecin, pouvez passer aux Camerounais qui regardent ce journal dans ce contexte de lutte contre le Covid-19? Peut-être un message d'espoir en tant que médecin. Merci. La pandémie au Covid-19 est sévie. Elle a surpris la plupart des pays. L'équipe médicale ou les équipes médicales et paramédicales sont à pied d'œuvre pour pouvoir contrôler l'épidémie en collaboration avec les autres secteurs.
Donc, nous sortons pour contrôler l'épidémie, nous sortons pour vous soigner, nous prions la population de rester chez elle et surtout de respecter les prescriptions gouvernementales. Docteur Ngomba, merci infiniment pour votre disponibilité rendue à cette heure-ci de la nuit. Merci. Eh bien Adèle, voilà ce qu'on peut retenir ce soir, et avant de vous renvoyer l'antenne, peut-être simplement un souhait à l'occasion de cette journée mondiale de la santé, c'est que l'ensemble des Camerounais aient une bonne et une longue santé. À vous, Mbaladou. Merci Romuald, vœux entendus et réitérés dans ce studio. Et pour la suite du journal, je donne lecture de ces quelques communiqués du gouvernement. D'abord celui-ci qui nous vient du ministre de l'administration territoriale, et dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prescrit des mesures salutaires qui ont été rendues publiques par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières, de la fermeture des établissements scolaires avec l'instauration des enseignements en ligne, de la fermeture des débits de boissons, restaurants, établissements de loisirs à partir de 18 h, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, de la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport public, des mesures d'hygiène et de salubrité parmi lesquelles le lavage régulier des mains et le port des masques. En plus de ces mesures, le chef de l'État a décidé de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale destiné au financement des opérations relevant de la stratégie de riposte contre la propagation du coronavirus. Les Camerounais de bonne foi et certains partenaires ont commencé à alimenter ce fonds avec des contributions significatives. Le ministre de l'administration territoriale constate cependant, pour le déplorer, qu'entre-temps, certains leaders de partis politiques et d'associations ont lancé des appels à la générosité publique, prétendument aux mêmes fins, en vue de collecter des fonds au mépris de la législation en vigueur. Il tient à cet égard à rappeler que la collecte des fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadré par la loi du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et par le décret du 14 août 1985 qui fixe les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Les dispositions de ces textes interdisent formellement à tout individu et à toute organisation de quelque nature que ce soit de faire appel à la générosité publique sans au préalable avoir obtenu l'autorisation du ministre en charge de l'administration territoriale. Le ministre invite par conséquent tous ceux qui ont entrepris des collectes de fonds en marge des textes à y mettre fin immédiatement, à faire clôturer tout compte bancaire ouvert à cet effet et à lui en rendre compte dans les meilleurs délais, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation, la législation en vigueur. Il tient toutefois à rappeler que tout individu ou organisation de bonne foi souhaitant apporter une contribution financière ou matérielle à la lutte contre le coronavirus peut le faire en toute transparence dans le cadre défini par le chef de l'État et mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre demande par ailleurs à toutes les banques commerciales et à tous les établissements de microfinance auprès desquels ces fonds sans base légale seraient domiciliés de procéder immédiatement à la clôture de ces comptes qui ne pourront être réouverts que sur autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Et puis le ministre des Transports qui communique dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Il porte à la connaissance donc du public qu'il est dorénavant exigé à tous les usagers des transports publics par route, par air, par voie ferrée, par mer et par voie fluviale, d'arborer le cache-nez avant l'accès à bord de tout mode de transport en commun. En conséquence, il demande à toutes les administrations et sociétés sous tutelle, aux opérateurs du secteur des transports, aux délégués régionaux et départementaux des transports, ainsi qu'aux forces de maintien de l'ordre de veiller chacun en ce qui le concerne à la stricte application de cette mesure
qui prendra effet à compter de demain, mercredi 8 avril. C'est donc le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé. Et effectivement, dans le cas de ce secteur des transports, de nombreuses résistances persistent encore quant au respect des mesures gouvernementales, par exemple celles concernant la limitation du nombre de passagers qui concerne, faut-il le rappeler, la nécessaire distanciation sociale. Voici les constats à ce sujet dressés ce mardi à Yaoundé par notre reporter Barbara Padjama. Certains mauvais élèves de la route jonglent avec les instructions du gouvernement, avec des conduites inacceptables sur le terrain du combat sanitaire. La surcharge ne leur fait pas peur, ni visiblement la menace ambiante. Au quartier Mana, ces imprudents se fondent malheureusement dans la masse des esprits avertis. Nous essayons de respecter, mais dans la nature, c'est toujours comme ça. Il y a ceux qui respectent, il y a toujours le positif et le négatif. Un seul passager autorisé pour le moment. Sinon, il y a la gendarmerie qui court derrière nous. Tu gares même au carrefour et tout là, tu gares, comme on gare souvent là. La gendarmerie vient te porter, tu n'as pas 5 000 là, ta moto pas en fourrière. Si tu portes 2 places là, on te prend là, c'est 5 000. Si la moto va en fourrière là, c'est 25 000. Les forces de maintien de l'ordre et la police municipale sont chargées de l'application des consignes. C'est tolérance zéro. Chaque moto-taximan que nous prenons à 3, c'est directement à la fourrière. J'ai tenu des réunions avec eux, réunions de sensibilisation pour diffuser l'information à tous vos camarades, n'est-ce pas, de ne pas surcharger parce qu'il y a une mesure gouvernementale dans ce sens-là. Pour supporter les plaintes évoquées par les mototaxis, la commune de Yaoundé 2 pense à un accompagnement qui reste à définir. Notre commune attend une mesure d'accompagnement. Mais pour le temps, nous sommes dans le cadre de la sensibilisation. Nous les demandons de faire un effort, de ne pas surcharger parce qu'il s'agit de la vie des Camerounais. Les mouvements du secteur sont surveillés de jour comme de nuit par la police pour en finir avec les vieilles habitudes. La protection du travailleur est également en débat. La protection de tout travailleur face à la pandémie, c'était ce mardi au siège de l'Organisation internationale du travail ici à Yaoundé. La concertation par visioconférence a par ailleurs permis d'envisager des mesures précises pour cette catégorie. Le compte rendu de Joël Igor Abanda. Environ une quarantaine de membres de l'Organisation internationale du travail ont pris part à ce télétravail. Parmi eux, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, qui s'est dit préoccupé par la situation sanitaire dans le secteur du travail exposé à la pandémie du Covid-19. Une réunion de concertation à distance qui permettra de trouver des solutions fiables afin de garantir la sécurité sociale du travailleur au Cameroun en particulier et en Afrique en général. La technologie nous permet de mettre à disposition des mandats de l'OIT, gouvernement, travailleurs, employeurs, de travailler à distance pour pouvoir prendre des mesures de prévention dans le monde du travail. Selon les organisations des travailleurs, près de 21 millions de travailleurs pourraient être affectés en Afrique par le Covid-19. En ce sens donc, les syndicats des travailleurs devraient davantage sensibiliser leurs membres. Les syndicats doivent chercher des solutions. Ils doivent s'entendre entre eux, donner les idées ensemble et chercher à travailler en collaboration avec les employeurs et le gouvernement pour trouver des solutions. Les personnels sanitaires, quelles sont leurs conditions de travail? Tout cela, les syndicats doivent donner les avis. Le dialogue social en milieu professionnel doit donc être un levier pour barrer la voie au coronavirus dans le milieu du travail. Et pour les travailleurs camerounais et africains infectés par le Covid-19, leurs organisations syndicales doivent les encadrer afin d'éviter leur stigmatisation. Les religieux jouent également leur partition à fond pour limiter la propagation du coronavirus. Dans la région du Nord, l'office de prière du vendredi est suspendu au sein du Lamida de Garoua. Une mesure qui s'étend également aux prières quotidiennes à forte fréquence dans certaines mosquées. Claver Pascal Ndanga donne des détails depuis Garoua. Il se compte désormais au bout de doigts ces fidèles musulmans qui assistent aux prières quotidiennes dans les mosquées à Garoua. Nous avons observé qu'il y a encore ce qui traîne. Sauver la vie humaine est supérieur devant Dieu, le Créateur, que d'appliquer sa religion.
Les concertations menées avec les imams, prédicateurs et associations islamiques du Lamida de Garoua ont débouché sur des résolutions unanimes visant à renforcer les mesures restrictives pour limiter la propagation du Covid-19. On va suspendre l'office des prières de vendredi dans tous les temps du Lamida de Garoua jusqu'à nouvel ordre. Et les prières quotidiennes également pour les mosquées qui ont une forte fréquentation seront également suspendues. Mais les petites mosquées où les gens sont à 20, à 10, à 15, nous tolérons encore pour voir comment va évoluer cette pandémie. Le Lamido de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Hayatou, a prescrit l'installation du dispositif de lavage des mains devant toutes les mosquées. Les écoles coraniques et centres de mémorisation qui traînaient encore le pas sont appelés à s'arrimer immédiatement à la donne. Il s'agit également de réduire au strict minimum le nombre de personnes au cours des cérémonies à coloration religieuse, notamment les mariages, baptêmes et funérailles. Du côté de l'église catholique qui est au Cameroun, l'archevêque de Yaoundé était ce mardi face à la presse. Monseigneur Jean Barga invite les fidèles de son archidiocèse à privilégier les prières familiales et l'intimité personnelle avec Dieu. Pierre Biyinambarga. La pandémie à coronavirus bouscule les habitudes. Dans l'église, en cette semaine sainte, semaine au cours de laquelle les chrétiens participent aux célébrations de masse, célébrations aujourd'hui proscrites à cause du Covid-19, les chrétiens ont l'impression que le ciel tombe sur leur tête. Et tout de suite, ils croient vivre dans un monde sans repère. Pour assurer le peuple de Dieu, Monseigneur Jean Barga choisit les médias pour dire à ce peuple de ne pas avoir peur. J'invite les chrétiens en cette semaine à associer nos souffrances à celles du Christ, à faire que les douleurs de la pandémie soient incrustées dans la croix du Christ, dans une démarche de foi qui devrait aboutir à la résurrection. Et en cela, la prière est fondamentale, autant que notre propre engagement. La pandémie amène l'archevêque métropolitain de Yaoundé à revoir l'animation des célébrations pendant le Triduum pascal. On peut vivre le mystère du jeudi saint qui est l'Eucharistie, du vendredi saint qui est la passion et la mort du Christ, du samedi saint qui est la résurrection et dimanche. On peut vivre ces grands mystères en plus grande intimité avec Jésus, dans la foi. Monseigneur Jean Barga se dit satisfait du rôle joué par les médias qui maintiennent la foi en éveil. Il est donc plus que jamais question de cultiver l'église de base, la famille, d'être seul à seul avec Dieu, le maître de l'univers, le maître de la paix. Des acteurs politiques également dans ce combat contre le coronavirus. Dans le littoral, les députés du département du Mungo sont sur le terrain pour une opération de distribution des kits de matériel de protection et de lutte contre la pandémie. Le reportage de Joël Igor Abanda. C'est désormais une guerre ouverte contre le coronavirus que mènent les élus du peuple dans le département du Mungo. Munis des kits constitués de matériel de protection et de lutte contre le coronavirus, ces députés et autres élus locaux ont parcouru les 13 arrondissements du département avec des messages de sensibilisation forts. Parmi eux, le représentant du comité central du RDPC, El Hadj Oumarou. Il n'est donc pas question de laisser ces populations être infectées par le virus. Nous avons réfléchi. C'est pour cette raison que nous nous sommes décidés de trouver notre petite contribution pour nos populations. La population qui a toujours gardé confiance à nous. Nous ne pouvons pas abandonner cette population. Avec ces dons, les populations du Mungo vont désormais pratiquer les gestes barrières afin de lutter efficacement contre le Covid-19. Toutes les dispositions sont donc prises pour l'installation des kits dans les lieux publics de chaque arrondissement. Nos députés ont eu le regard digne en faveur de leur population pour apporter leur contribution. Et nous saluons cela. Je profite de cette occasion pour inviter l'ensemble des populations à se mobiliser, à respecter toutes les mesures prescrites par le chef de l'État, par le gouvernement, par l'OMS pour barrer la voie à cette pandémie dans notre département. La lutte contre le Covid-19 dans le Mungo se fait avec ses élites, au rang desquelles le ministre des Relations extérieures, Lejeune Belambela, qui a contribué pour que ces dons en matériel de protection parviennent à toutes les populations.
Faisons à présent le point de la pandémie à travers le monde. En Grande-Bretagne, c'est l'état de santé du Premier ministre qui continue d'inquiéter ce soir. En Chine, les chiffres des décès sont en baisse, mais ils sont remontés en Espagne. Les États-Unis restent toujours le pays le plus infecté. Voici la cartographie mondiale du Covid-19 en ce 7 avril, tracée par Étienne Pascal Azeg. Pour la première fois en Chine, le nombre de victimes du Covid-19 est nul. L'on note néanmoins une nouvelle vague de contamination ce mardi due aux personnes provenant de l'étranger. Après avoir passé le pic de l'épidémie, la Chine occupe actuellement le 6e rang des pays impactés par le Covid avec un peu plus de 91 000 cas. En Espagne, le bilan des victimes au coronavirus est reparti à la hausse ce 7 avril. 743 décès en 24 heures, soit une centaine de plus que lundi. L'Espagne occupe la 2e place sur le plan mondial des pays les plus touchés par le Covid-19 avec plus de 140 000 cas. La courbe des décès remonte en Italie ce mardi de plus de 17 000 cas. L'Italie est par conséquent le pays le plus affecté par le nombre de victimes du Covid-19. En revanche, les États-Unis voient le nombre de cas confirmés tutoyer 369 000 à ce jour. Pour ne pas en arriver là, la France compte renforcer les règles de confinement et procéder aux tests massifs dans les maisons de retraite. En Afrique, le Cameroun intègre le top 5 des pays les plus contaminés au virus. La première place est toujours occupée par l'Afrique du Sud avec plus de 1700 cas confirmés. La cartographie de l'évolution du Covid-19 sur la planète affiche un peu plus d'1 300 000 infections, près de 79 000 décès et plus de 297 000 personnes rétablies. Ce dernier chiffre est une invite au respect strict des mesures prescrites par l'OMS pour barrer la voie au Covid-19. Ici au Cameroun, ce mardi était également jour de proclamation des résultats des législatives partielles du 22 mars dernier dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Conseil constitutionnel a annoncé le RDPC vainqueur absolu. Le parti remporte les 13 sièges qui étaient en jeu. Thérèse Yolande Dima. Sur la ligne de départ des législatives partielles du 22 mars 2020, 6 partis politiques. Et à l'arrivée, un seul vainqueur, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, rafle les 13 sièges remis en jeu dans 11 circonscriptions électorales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, soit un siège pour le Libialem, région du Sud-Ouest, et 12 pour le Nord-Ouest, à savoir 2 députés pour le But-Centre, un pour le But-Est et un pour le But-Sud. La Mentum Sud gagne un député, tout comme la Mentum Nord. Idem pour la Mezam Centre, Nord et Sud avec un député pour chaque circonscription électorale. La Momo Est prend 2 sièges et la Momo Ouest un siège. Comme l'a relevé le président du Conseil constitutionnel Clément Tangana, ce mardi à la proclamation des résultats, le scrutin s'est déroulé dans le respect du processus électoral. Enregistrement des recours, travaux de la Commission nationale de recensement général des votes et tenue de l'audience publique de règlement du contentieux avec l'examen des 12 requêtes en annulation totale de l'élection introduite par le SIF, requête jugée non fondée d'après le verdict rendu par la haute juridiction. Le RDPC attribue sa victoire au président national qui a engagé un travail de fond pour le succès de son parti. C'est le résultat d'un très long travail que le président national du parti a engagé, qui a été poursuivi par des stratégies et la mise en place des équipes par le secrétaire général. La progression du nombre d'élus femmes est à saluer. À l'issue des élections de 2020, on peut dire aujourd'hui que la page est définitivement tournée. Elles étaient 58 pour 167 sièges récemment et avec la clôture aujourd'hui des élections législatives, nous avons pu obtenir 3 sièges sur les 13 qui étaient en compétition dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Donc aujourd'hui, on compte 61 femmes à l'Assemblée nationale. Le RDPC compte désormais 152 députés à l'Assemblée nationale pour cette 10e législature.
La session parlementaire se poursuit de son côté et ce mardi, à l'Assemblée nationale, les députés ont débattu du projet de loi qui va régir désormais l'activité postale. C'était une séance plénière conduite par le président Kavaye Guédibril. Et face aux députés, Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Liliken, qui a reprécisé la nouvelle stratégie de développement de ce secteur postal par le gouvernement. Le reportage de Clarisse Tang. Le développement du secteur postal au Cameroun vise 3 objectifs majeurs. L'accroissement de l'accès qualitatif, quantitatif et à moindre coût aux services postaux sur l'ensemble du territoire national, l'amélioration de l'administration et de la performance du service public postal, ainsi que la densification du réseau et l'amélioration de la couverture postale nationale. C'est dans cette perspective que le projet de loi régissant l'activité postale au Cameroun, qui se présente sous la forme d'un texte de 101 articles répartis en 8 titres, prévoit d'importantes innovations. Le secteur postal va être ce secteur clé là pour le développement et particulièrement important pour les parlementaires parce que ce secteur étant l'administration la plus étendue dans le territoire camerounais leur permettra d'être proche des populations. Les préoccupations et autres interrogations nourries des honorables députés au cours de cette séance plénière menée par le chef de chambre, le très honorable Kavaye Guédibril, ont ainsi trouvé une réponse. Les autres députés qui n'étaient pas dans la commission avaient besoin d'un complément d'information, particulièrement l'honorable Cabral Lébi et tous les autres avaient besoin d'être rassurés. Quand cette loi postale sera adoptée, que le régulateur va effectivement mettre en œuvre tout ce qui est prévu parce qu'il s'inquiète d'une tolérance administrative et où certains articles, s'ils ne sont pas rigoureusement mis en œuvre, pourraient entraîner des comportements déplorables qui pourraient freiner l'activité. Je crois que nous les avons rassurés. Domaine transversal, le secteur postal se dote d'un instrument régissant son activité. Le projet de loi a été adopté. Le coronavirus encore pour fermer bientôt ce journal. Voyons ce qui se passe à la Camwater, l'entreprise qui, dit-on, est engagée également contre cette pandémie. Le directeur général Gervais Bolenga effectuait récemment une descente inopinée dans l'une des agences de la capitale économique de Camwater pour s'assurer de la bonne application des mesures d'hygiène là-bas. Retrouvons à Douala Chris Patricia Loulouga. Lavage de mains au savon et à l'eau courante, les consignes sont claires avant d'entrer à la Camwater pour tout service. Le directeur général de la Camwater, Gervais Bolenga, a pu constater de lui-même que l'eau offerte aux populations est pure. À ce moment où il y a la pandémie, l'OMS recommande en période de crise de maintenir un résiduel de 0,5 mg dans l'eau. Et c'est ce résiduel qui sécurise l'eau pendant tout son transport jusqu'au robinet du consommateur. Ça veut dire que quand vous êtes chez vous, vous ouvrez de l'eau, vous avez un résiduel de désinfectant. Donc vous pouvez la boire parce qu'elle est potable, elle est saine et sans risque sanitaire. Si les mesures de distanciation sont respectées pour accueillir la clientèle, 1 mètre entre les personnes, la Camwater privilégie les paiements en ligne pour éviter les regroupements. Et voilà qui met un terme à ce journal. C'était plutôt Aboubacar Abo de CR TV Littoral. Et nous retrouverons Chris Patricia Loulouga certainement dans d'autres éditions de ce 20h30. La fin du journal préparé avec la collaboration de Marlise et Noambarga Aoumo et Auguste Angononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Journée mondiale de la santé ce 7 avril marquée par la pandémie mondiale du coronavirus. Vous allez retrouver immédiatement après ce journal Madeleine Sopikoto et ses invités sur la question même de cette pandémie au Cameroun et ailleurs. C'est un débat sur cette antenne dans quelques instants et je vous quitte encore sur ces images de sensibilisation contre le Covid-19 en vous souhaitant une très belle soirée sur notre antenne et en vous souhaitant une très bonne santé. Coronavirus est une réalité. Protect yourself. Don't be selfish. Protège-toi. By so doing, you protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. We need you. Think about life. On a besoin
besoin de toi. Protect yourself. Protect others. Ne sois pas égoïste.